Bonjour Julien Audoul, vous êtes porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon. Bonjour. Les Jeux Olympiques ont débuté avant l'ouverture officielle des JO. Plusieurs rencontres hier, parfois émaillées d'incidents, comme à Saint-Etienne où le match a été interrompu pendant 2 heures pour des vérifications de sécurité après l'envahissement du terrain par une vingtaine de supporters marocains et des jets de bouteilles et gobelets. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé et est-ce que vous redoutez de nouveaux incidents? Déjà, c'est un désaveu des propos très optimistes de Gérald Darmanin qui nous disait que la première journée s'était très bien passée. En effet, elle a été perturbée par l'arrêt du match, par des débordements scandaleux, par l'invasion du terrain par des pseudo-supporters qui nous rappellent d'ailleurs un match France-Algérie de 2001 où le Stade de France avait été envahi de supporters algériens, des violences aussi contre les joueurs argentins. Donc tout ça, évidemment, n'est pas pour nous rassurer sur la sécurité autour des compétitions des Jeux Olympiques. Gérald Darmanin a reconnu qu'il y avait eu quelques incidents hier. Il a expliqué qu'un point serait fait aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en sa sincérité sur l'évolution potentiellement du dispositif pour le renforcer et éviter ce type d'incident? Non, je ne crois pas le gouvernement. Parce que M. Darmanin, qui a fait du mensonge une politique, on voit bien d'ailleurs qu'il est dans le déni des chiffres, il est aussi dans la censure des faits. Quand M. Darmanin nous dit que la délinquance est ramenée quasiment à un niveau zéro en Île-de-France et à Paris, alors qu'il y a quelques jours, une touriste australienne a été violée par 5 individus de type africain, alors que tous les jours, nos compatriotes subissent des agressions, des vols, des viols, alors que les chiffres de la délinquance et de l'insécurité n'ont jamais été aussi hauts dans notre pays. Si on prend juste les violences sexuelles, depuis 2017, c'est les chiffres d'Eurostat, ils ont explosé de 117%. 117% d'explosion donc sur ces violences sexuelles. Donc à un moment donné, il faut que M. Darmanin retrouve la raison et parle le langage de la vérité aux Français. Il y a une situation sécuritaire qui n'est pas tenue, qui est hors de contrôle, et il est le principal responsable. Vous dites gouvernement, Oui. Cela signifie que vous estimez que le gouvernement ment? C'est ce que je comprends? Ah mais depuis longtemps, ça fait très longtemps sur tous les sujets. Vous le savez, je pense que les Français ne sont pas dupes. Ils ont quantité d'exemples depuis la crise sanitaire jusqu'au chiffre de l'insécurité. La finale de la Ligue des Champions en 2022 aussi avec les pseudo-supporters anglais. Ce gouvernement qui est dans l'incapacité de résoudre les problèmes des Français, qui est dans l'incompétence crasse sur tous les sujets, fait du mensonge et de la communication du mensonge sa seule politique pour faire écran de fumée et pour montrer qu'il agit. Le résultat est calamiteux, on le voit bien et on l'a vu encore hier. Julien Audoul, vous avez depuis 2 ans opéré ce que vous appelez dans votre camp la stratégie de la cravate. Lui, en parlant de Gérald Darmanin, opère la stratégie du sans-cravate. C'est un coup de com' pour vous, pour justement, estime-t-il, montrer qu'il ne souhaite pas faire sécession avec le peuple? C'est un coup de mépris surtout. Monsieur Darmanin, il veut dire quoi? Que les Français sont des ploucs? Il l'avait déjà dit d'ailleurs que les Français mangeaient avec leurs doigts et buvaient de la bière. Il avait conseillé d'ailleurs à M. Macron de s'entourer de ces Français-là. Les Français, ils s'habillent bien. Et ils attendent que leurs responsables politiques, ceux qui les représentent à l'Assemblée nationale, au gouvernement, aussi aient une tenue, un comportement qui soit à la hauteur de cette représentation. Donc le fait d'enlever la cravate pour être plus proche du peuple, mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et c'est prendre les Français pour des imbéciles, mais ce n'est pas la première fois. Sur la stratégie de la cravate, de la normalisation, de la crédibilisation de votre parti, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que lors des élections législatives, votre campagne a pu être entachée par le profil de candidat que vous avez vous-même désigné? Et quel enseignement aujourd'hui en tirez-vous sur la suite? Nous reconnaissons nos erreurs. Marine Le Pen l'a fait, Jordan Bardella l'a fait également. On ne se cache pas derrière des excuses. Il y a eu effectivement des dysfonctionnements concernant les investitures de quelques candidats. Encore une fois, c'était quelques candidats sur près de 1200 candidats avec les suppléants. Nous allons y remédier parce que les Français attendent de nous que nous soyons encore plus sérieux, plus performant, plus crédible pour incarner l'alternance. Nous le devons aux Français, effectivement, ce travail, parce que nous, on ne nous pardonne rien. Vous savez, la moindre erreur de notre part fait les gros titres. Quand vous voyez que des fichiers S à la France Insoumise peuvent être candidats, peuvent être soutenus par ces partis-là, que des antisémites, des homophobes sont encensés par les partis de gauche et d'extrême gauche, et que ça ne crée aucun tumulte et aucune réprobation, on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. Vous avez évoqué les fichiers S. Une députée de la droite républicaine propose aujourd'hui justement de déposer une proposition de loi pour interdire le fait que nous puissions dans notre pays élire un fichier S. Vous en pensez quoi?
quelle hypocrisie de la part des Républicains. Ces gens-là, en fait, sont... Mais est-ce que vous pourriez soutenir cette proposition de loi ? J'aimerais dire un mot sur les Républicains. À aucun moment, ils n'ont soutenu la candidate du Rassemblement national face à Raphaël Arnaud, ce triple fichier S d'extrême gauche. À aucun moment, ils n'ont voulu faire barrage à l'extrême gauche lors des élections législatives. Et aujourd'hui, ils se drapent donc de tenues vertueuses sur la responsabilité, sur les valeurs, sur l'autorité, pour combattre LFI. Mais tout cela, encore une fois, est de la poudre aux yeux, tout ça c'est du mensonge, et c'est même de la trahison. Moi j'aurais aimé que Mme Duby-Muller, effectivement, fasse le choix de l'autorité et des valeurs lors de la campagne des législatives. Au contraire, elle a préféré avoir les voix de la gauche et de l'extrême gauche. Donc je pense que les Français, encore une fois, voient bien qui les protège et qui les défend face à une extrême gauche qui est dangereuse. On voit bien leur comportement, on voit bien leur antisémitisme, la violence qu'ils véhiculent dans le pays. C'est certainement pas LR qui a toujours profité des voix de l'extrême gauche, qui n'a jamais combattu ce parti, qu'on va se tourner pour combattre M. Mélenchon. Mais en tout cas, est-ce que vous pourriez potentiellement voter cette proposition de loi sur le fond, dans le cadre d'une niche parlementaire? Sur le fond, c'est évidemment choquant. Une personnalité qui est une menace pour la sécurité intérieure, qui est triple fichier S. Mais moi je le dis, où effectivement cette personne, pour tout un tas de raisons, ne devrait pas siéger à l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, qui est la représentation nationale. Vous avez quantité de nos citoyens, compte tenu d'un passé judiciaire, qui ne peuvent pas se présenter, et cette personne qui constitue une menace pour la sécurité intérieure, pour la sécurité de nos concitoyens, aujourd'hui est représentant du peuple. Il y a évidemment un problème. Vous souhaitez proposer l'abrogation de la réforme des retraites lors de votre niche parlementaire qui aura lieu fin octobre. Cela ne vous poserait aucun problème de pouvoir voter l'abrogation de cette réforme avec les voix du nouveau Front populaire? Vous savez, nous on voit déjà l'intérêt des Français. Ça a été une proposition de Marine Le Pen. Nous avons combattu la retraite à 64 ans de M. Macron parce qu'elle est injuste socialement, inefficace économiquement. Et nous attendons effectivement que toutes les formations politiques responsables qui ont à cœur de défendre l'intérêt des Français puissent se joindre à cette proposition de loi qui sera déposée dans le cadre de notre niche parlementaire. J'explique en 2 mots. Tous les groupes politiques peuvent déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sur une journée. Et nous avons l'honneur d'ouvrir le bal des niches parlementaires le 31 octobre prochain. D'où viennent ces voix pour pouvoir abroger cette réforme des retraites? Mais bien sûr. N'allez pas regarder cas par cas. Nous, contrairement aux autres, nous ne disséquons pas les partis politiques, les groupes politiques qui déposent des amendements, des propositions de loi. Nous regardons l'intérêt de la France et des Français. Et l'intérêt de la France et des Français, c'est effectivement de revenir sur cette réforme injuste. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du nouveau Front populaire de nommer Lucie Castet à Matignon? Je vois comme une volonté d'imposer une minorité. Le Front populaire est minoritaire à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas encore digéré, ils ne l'ont pas encore accepté, mais c'est un fait. 190 députés, ça ne fait pas une majorité. Donc Mme Castet, comme tous les autres candidats à Matignon de l'extrême gauche, sont, nuls et non avenus. Ils n'ont aucune légitimité. Et on voit bien qu'à force d'essayer de se montrer majoritaires alors qu'ils sont minoritaires, ils imposent une sorte de tyrannie qui rappelle un petit peu d'ailleurs le coup des bolcheviks en 1917, qui étaient minoritaires, qui ont pris le pouvoir par un coup d'État. On sait comment ça s'est terminé malheureusement. Olivier Faure a adressé un courrier au Conseil d'État pour pointer les actions réglementaires, je le cite, du gouvernement démissionnaire. Comptez-vous faire de même, puisque c'est un sujet que vous avez notamment évoqué durant l'entre-deux tours de ces législatives? C'est un sujet effectivement qui a interpellé beaucoup de Français. On avait senti qu'il y avait un vent de panique dans le pouvoir, qui avait envie de recaser, de nommer ses petits copains à des postes clés dans la perspective d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Nous, on va surtout travailler pour préparer cette alternance que veulent les Français. On va se concentrer avec nos députés qui sont nombreux et qui constituent encore une fois le premier groupe à l'Assemblée nationale et sans qui rien ne peut se faire. Je tiens à le redire, à l'Assemblée nationale, nous sommes les maîtres des horloges. Nous allons déterminer quels textes peuvent passer et quels textes doivent être repoussés. Et nous sommes déterminants, quoi qu'en disent les oppositions au Rassemblement national, quoi qu'en disent d'ailleurs ceux qui ont voulu nous exclure du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que justement, vous jugez que c'était un processus antidémocratique? Vous avez presque reçu le soutien, j'ai envie de dire, du président de la République qui s'est exprimé sur cette question il y a 2 jours en dénonçant le fait que le Rassemblement national n'avait aucun poste clé au sein de l'AN. C'est un scandale démocratique, il faut bien le dire. C'est 11 millions de Français qui ont été mis de côté. C'est 11 millions de Français qui sont invisibilisés. Et si vous me permettez, je vais faire le parallèle avec la censure qui a frappé
C8 dans l'avis de l'Arcom. C'est des millions de téléspectateurs, des millions de Français qui sont aujourd'hui mis de côté avec cette censure. On leur dit, vous n'avez pas le droit de penser ça. On leur dit finalement, ce que vous pensez, on va vous punir pour ça. Voilà. Et je trouve ça extrêmement grave pour notre démocratie qui de plus en plus est défaillante, qui de plus en plus ne respecte pas le pluralisme, ne respecte pas les principes démocratiques qui sont les nôtres. Les 11 millions de Français qui ont choisi le Rassemblement national doivent être représentés, ils doivent avoir la place qu'ils méritent. Et je considère que C8, qui est la première chaîne de la TNT, qui rassemble des millions de téléspectateurs, doit pouvoir émettre au nom du pluralisme et au nom de la démocratie. On a beaucoup parlé de ce qui se passe au sein du Parlement. Que pensez-vous de ce rapprochement en coulisses entre les élus LR et le camp présidentiel? Est-ce que vous nous dites ce matin, la carpe et le lapin ne font pas d'enfants? Je dis que c'est pas nouveau. Les Républicains, en tout cas ce qu'il en reste, ont toujours été la béquille d'Emmanuel Macron. Ils avaient refusé de voter les motions de censure. Ils ont toujours été en soutien d'Emmanuel Macron. Ils ont rêvé entrer au gouvernement. Certains l'ont déjà fait. Et là, on voit bien que pour un plat de lentilles, pour quelques postes, pour un poste de questeur, un poste de vice-président de l'Assemblée nationale, pour un pacte législatif, certainement pour des ministres, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à trahir leurs électeurs. Et nous disons à tous les électeurs, les Républicains, tous ceux de droite qui ont à cœur de défendre l'autorité, la sécurité, la lutte contre l'immigration, c'est vers le Rassemblement national qu'il faut se tourner, vers Marine Le Pen et vers Jordan Bardella. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Vous avez saisi le procureur de la République après les propos antisémites, dénoncez-vous, de Thomas Porte. Ce dernier, hier, a expliqué que sa position sur ce qui s'était passé ces derniers jours, sur le fait qu'il ne souhaitait pas que la délégation israélienne puisse participer à ces Jeux Olympiques, n'avait pas changé. Que lui répondez-vous ce matin sur CNews Europe 1? Je dis que ces propos sont criminels. Ils sont criminels parce que la délégation israélienne court des risques majeurs pour leur sécurité. Ils sont dans le viseur des islamistes, dans le viseur de tous les islamo-gauchistes. J'ajoute que les propos de Rima Hassan sont aussi criminels. Les menaces qu'elle balance sur les réseaux sociaux, les fatwas qu'elle adresse à tel ou tel, à M. Bellamy, à d'autres. Elle se fait le relais, évidemment, du Hamas. Elle en est le porte-parole au Parlement européen. Il va falloir que ce cirque islamiste s'arrête. Il faut à un moment donné que la justice frappe et muselle ces gens-là qui font courir des risques inconsidérés à tous ceux qui soutiennent nos libertés, nos valeurs et l'État d'Israël. Je rappelle que M. Porte ne s'est pas offusqué que l'Iran est une délégation pour les Jeux Olympiques. L'Iran qui enferme les femmes, l'Iran qui martyrise les oppositions, que la Corée du Nord aussi participe aux Jeux Olympiques. Je vois que ça ne choque pas M. Porte qui, dans un antisémitisme débridé, et je le dis, LFI est un parti dangereux pour la République et pour la France. À ce moment-là, est-ce que vous estimez, comme certaines personnalités politiques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs issues de votre famille politique, qu'il faudrait peut-être penser à dissoudre la France insoumise? Oui, j'ai entendu M. Estrosi et d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Estrosi, pour lutter contre LFI? Rien. Il a accepté, comme d'autres, les voix de la France insoumise. Il s'est désisté, comme d'autres, pour faire élire M. Guiraud à Roubaix et d'autres candidats, M. Arnaud dans le Vaucluse, et tous les candidats les plus nauséabonds qui sont entrés à l'Assemblée nationale. C'est grâce notamment à des macronistes, à des LR qui se sont désistés, qui ont créé une grande alliance. Donc encore une fois, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Et si on veut combattre LFI, c'est d'abord dans les urnes, c'est d'abord avec les élections et c'est d'abord avec des positions extrêmement claires. Merci beaucoup Julien Audoul, c'était votre grande interview sur CNews Europe.